Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode qui d'ailleurs est officiellement enregistré comme on l'avait dit avec Gab qui est de retour au Québec, qui d'ailleurs a amené le beau temps là, avant que Gab revienne de France. C'était littéralement la poursuite de l'hiver, là. On n'a pas eu de printemps mais C'est on vrai. enregistre le dimanche 1er mai et on est enfin arrivé. La saison infernale de l'hiver vient de se terminer donc vous allez peut-être le voir dans notre ton de voix que clairement que le soleil nous fait du bien. On n'a plus besoin d'être un ermite canadien comme pour nos auditeurs québécois, vous le savez très bien. Pour nos auditeurs français, vous ne manquez pas grand-chose de notre hiver. Ça, c'est mon avis de Canadien. Effectivement, très 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 limité et qui n'aime pas la neige. Mais bon, je ne suis pas dans le bon pays. Épisode d'aujourd'hui quand même assez intéressant. Là, on va faire beaucoup de... C'est un peu une revue, si on peut dire, économique et politique, là. On le fait souvent là, en mode revue printanière ou la revue des marchés. Je crois que vous l'avez remarqué dans les dernières semaines. Il y a plusieurs sujets d'actualité qu'on vous a parlé et ça a continué. Là, qu'on parle de Twitter, qu'on parle de ce qui se passe en Ukraine, qu'on parle de ce qui se passe avec les taux d'intérêt, qu'on parle des résultats des compagnies qui ont entraîné entre autres Netflix. On en a parlé. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel et on s'est dit plutôt que de faire plusieurs épisodes sur plein de sujets très précis, pourquoi pas faire une belle grosse revue comme on sait que vous les appréciez. Je pense que c'est la troisième ou la quatrième qu'on fait depuis le début du podcast. Donc, étant donné qu'on va parler de plusieurs sujets d'actualité, peut-être parfois de compagnies listées et beaucoup d'opinions, bien évidemment, sur des faits là, qu'on ne veut pas vous biaiser, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode. Oui, bah merci en tout cas pour votre compréhension aussi pendant les 2 dernières semaines avec parfois des très petits délais au niveau de la publication. En tout cas, j'en suis vraiment désolé, mais bon, on a essayé de faire notre possible pour vous fournir en tout cas, pareil, comme toujours, un contenu de qualité chaque semaine. Vous le savez, ça fait bientôt 2 ans en fait qu'on le fait, ce Absolument. podcast-là, et je vois Fin que juin sera le 2 ans, oui. c'est ça, et on va en tout cas on fera un épisode spécial, je pense, pour les 2 ans, accompagné d'invités. On le souhaite, peut-être plusieurs. On va créer de la surprise en tout cas, et en tout cas l'épisode d'aujourd'hui nous réserve, je trouve, des beaux sujets. N'oubliez pas évidemment tout ce qu'on parle, comme d'habitude, c'est notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite à prendre contact avec un expert, conseiller financier, avocat, fiscaliste, quiconque est autorisé à vous émettre des recommandations. Ce sera la meilleure façon en fait de prendre les meilleures décisions pour votre portefeuille et pour votre profil de placement personnel. Autre petit message, je tiens à vous remercier en tout cas, chers auditeurs, pour les incroyables statistiques qu'on a depuis 2 semaines, vraiment hyper impressionnant. En fait, on a atteint le plus grand nombre d'écoutes jamais effectuées en fait sur le podcast. Donc, merci encore à vous pour votre fidélité tellement appréciée. Puis ça fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. Et on voit d'ailleurs que c'est assez drôle que les gens réécoutent des anciens épisodes. Tu vois, ils reviennent, ils reviennent parfois sur des anciens épisodes. Sachez que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va faire des références à des contenus qu'on a déjà publiés, tu vois, ou des sujets qu'on a déjà traités. Mais le but va être en fait de faire un sommaire, tu vois, des grandes idées de manière objective, transparente, tu vois, et puis aussi de manière neutre pour toi, JP, surtout pour notre deuxième sujet. En tout cas, je referai un disclaimer là-dessus un peu plus tard, mais de manière neutre et tu vois et impartiale, je pense que c'est la meilleure façon en tout cas de traiter l'ensemble des sujets pour aujourd'hui. Ben exact. Je pense que vous allez le voir, c'est un peu en mode ménage du printemps. Là. On l'a parlé de la météo au tout début de l'épisode, mais c'est littéralement ça. Là. C'est un peu de remettre les bases pour la saison C'est vrai. estivale qui s'en vient, qui, comme vous le savez tous, en général, la saison estivale n'amène beaucoup moins de nouvelles. Donc je pense que c'est un bon petit, en bon anglais, un bon petit reset. Donc on se fait une petite mise à jour des marchés dans les 4 derniers mois pour par la suite reprendre bien évidemment le rythme normal de sujets constants pour le podcast. Donc commençons l'épisode d'aujourd'hui avec le premier segment, l'instant économie. Parfait, donc pas de spoiler, là. Vous avez pas de surprise en fait, là, on vous fait la revue printanière des marchés, donc le but est de parler un petit peu des grands thèmes qui ont impacté les marchés dans les 4 derniers mois, qui vont aussi impacter les marchés pour, en bon anglais, the foreseeable future, on se le cachera pas, là. Il y a beaucoup de choses qui bougent présentement et qui vont affecter là, les marchés et l'économie plus généralement là, pour les prochains mois et les prochaines années. La fondation de tout ça, c'est assez drastique le changement qu'on voit présentement. On en a parlé depuis le début de 2022. Là, les mois de janvier et février ont été des mois assez compliqués sur les places boursières. Là. Des performances qui n'avaient pas été vues, là, des baisses qui n'avaient pas été vues depuis mars 2020 là, dans le cadre de la pandémie. Au tout début de la pandémie, vous vous souviendrez. On a eu le mois de mars qui nous a amené un petit peu de paix d'esprit avec des hausses modestes. Là. Le S&P 500 a gagné 3,6% en mars seulement.
qui venait un petit peu là, combler les pertes du début de l'année 2022, et avril qui s'est terminé justement hier, là, étant donné qu'on enregistre, comme on l'a dit, début mai. Avril a amené, encore une fois, là, on ne se cachera pas, des baisses quand même assez notoires un petit peu partout, entre autres dans les techs, on en avait parlé. Donc le but, c'est de voir un peu qu'est-ce qui explique ça, où est-ce qu'on en est. Je vais nommer les grandes thématiques qu'on va vouloir parler. On va essayer de les couvrir tous et toutes, là, mais c'est certain que peut-être qu'on n'aura pas tout à fait le temps, mais on a le goût de revenir un petit peu sur ce qui se passe au niveau de la guerre en Ukraine, parler de la hausse des taux directeurs et de l'inflation, qui est un sujet, vous vous souviendrez, qu'on a mis des bases depuis plus d'1 an, je crois, qu'on parle de la gestion de l'inflation, mais bon, ça c'est un autre sujet. On salue M. Powell par le fait même. Parler un petit peu aussi des réactions, des résultats là, de Q1 au niveau des États-Unis qui bat son plein présentement, et parler un petit peu là, de certaines tendances et de la pandémie encore. Donc c'est un peu les 5 grandes thématiques qu'on voudrait couvrir. Je sais pas si Gab, tu avais d'autres points avant qu'on se lance. Peut-être dans la première, là, le petit retour sur ce qui se passe en Ukraine, là, la situation quand même assez épouvantable qui se poursuit là, et qui, espérons-le, ne deviendra pas une espèce de normalité. C'est ce que j'espère avec les mois qui passent. Là. Bah, malheureusement, on voit que ça s'enlise, hein. C'est ça ce qui est assez problématique avec la situation ukrainienne. Je trouve effectivement, et je te remercie encore une fois pour peut-être les sujets, tu nous as donné l'inspiration, en fait, plutôt des grands thèmes, même si évidemment on comptait les aborder. Je risque peut-être d'avoir d'autres idées qui nous passent à travers la tête, donc mes excuses. Vous voyez, c'est parfois de l'improvisation, tu vois, le podcast, et c'est le but, hein, tu vois, on discute de grandes lignes, puis on peut évidemment sortir un petit peu du sujet tout en restant évidemment sur la même ligne directrice. Hein. J'avais un de mes bons profs qui disait que le détour, c'est le chemin le plus rapide après la ligne droite, tu vois. Donc, c'est un peu c'est un peu comme ça que je définirais, en tout cas, l'axe de notre discussion d'aujourd'hui. Et ouais, tu vois, pas mal de très grands sujets, tu vois, larges, évidemment. Le but sera d'être, évidemment, rapide, mais quand même de discuter quand même en profondeur des différents sujets. Je pense que tu as bien raison, l'Ukraine, évidemment, le sujet qui va évidemment nous intéresser en premier, puisque c'est quand même... ça a des conséquences aujourd'hui qu'on connaît à peine le 10e, hein, tu vois, de ce qui peut arriver. Évidemment, des gros problèmes au niveau des tensions géopolitiques. On voit la réapparition, en fait, des blocs de la guerre froide, hein, avec ce qu'on voit... en tout cas, le bloc occidental qui est quand même représente un grand pourcentage de pays. On le voit d'ailleurs dans la résolution qui a été signée avec l'ONU, en tout cas qui sanctionnait l'attaque russe, où je pense la plupart des pays du monde avaient voté évidemment, soit se sont abstenus, soit évidemment ont voté contre, évidemment ont voté pour dénoncer évidemment cette agression-là qui est en contraire en fait avec le droit international. Seuls, je crois, quelques pays, on va dire, un peu loufoques, genre l'Érythrée entre nous, la Bélarus, la Corée du Nord, bon, c'est pas les meilleurs exemples. La Syrie aussi, je crois, c'est peut-être pas les meilleurs exemples de démocratie à prendre des exemples pour. Donc, tu vois, c'est un peu... ce que ça me fait ressentir, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, le conflit est un peu à l'arrêt. On sait que les Russes, depuis notre dernier épisode qu'on avait fait dessus, se sont retirés des régions de Tcherniv puis de Kiev. Donc Kiev d'ailleurs pour ceux qui voudraient le prononcer à l'ukrainienne. Par contre, tu vois, les efforts de l'armée russe seraient plutôt de se recentrer dans la région du Donbass. On sait que c'est l'objectif clé évidemment de Vladimir Poutine, c'est de reprendre cette région qu'on appelle la Novorossia en Russie, donc la Nouvelle Russie, qui s'étend en fait de Kharkiv jusqu'à Odessa, en passant évidemment par, on l'a bien su, la ville de Mariupol, qui est évidemment un désastre, on va dire, humanitaire, un désastre militaire aussi. Je veux dire, c'est absolument atroce ce qui est en train de se passer. On pense évidemment aux personnes qui pourraient évidemment se trouver là-bas. S'ils écoutent, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas de vous en sortir déjà. Tu m'excuses pour le demi-sourire, mais c'est malheureux. On n'a que ça à souhaiter évidemment pour ces gens-là. Mais on voit que l'attaque russe même continue à avoir de gros problèmes logistiques. On voit aussi l'efficacité, tu vois, des installations de l'OTAN qui étonnamment a plaidé évidemment pour un support pour des armes défensives, mais très récemment pour des armes offensives. C'est là la grande différence. Biden s'est engagé, je crois, il y a 1 ou 2 jours, en fait, à l'heure où on enregistre ce podcast-là, on est le 1er mai, pour plaider pour un 33 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine avec du matériel offensif, donc ce serait pour être des chars par exemple ou des avions de combat. Ouais, des drones également, ouais. Exact, donc tu vois c'est un changement de paradigme dans l'approche russe. On voit que même tu vois l'ONU avec son secrétaire général Antonio Guterres, si je me souviens bien, s'est rendu à Kiev aux côtés du président Zelensky pour dire que bon évidemment on condamne l'attaque et
la Russie est en train de devenir cette espèce de paria sur la scène internationale, isolée économiquement avec les sanctions, évidemment, le déconnectage du réseau SWIFT, on le sait, avec les bannissements du pétrole et progressivement du gaz russe sur la plupart du continent européen. Ce qui va être intéressant, et je sais que tu voulais rebondir un peu là-dessus, c'est comment on va pouvoir s'en ressortir, on va dire, de cette solution. Ben, la solution, elle pourra peut-être venir, étrangement, cocorico, et ben, du Canada, là. Ben exact, parce que tu sais, je pense au-delà de cette incertitude-là, on se cachera pas le fait que l'armée russe ne dérougit pas et que Poutine n'acceptera pas la défaite, malheureusement. Là, c'est une évidence qu'on voit après plus de 60 jours de conflit. Et justement, le fait que l'OTAN va continuer à armer le plus possible l'armée ukrainienne, on voit que ça amène toujours l'instabilité. Il y a toujours ce doute nucléaire-là qui fait en sorte que, bien évidemment, ça pèse énormément sur les marchés. L'autre point, comme tu l'as dit, que je voulais rebondir, c'est la mise en application un peu de la menace russe d'arrêter l'exportation de gaz naturel vers des pays qui ne paieraient pas en roubles. On a vu la Pologne et la Bulgarie là, qui ont eu justement leur importation, qui ont été arrêtées au niveau du gaz naturel, ce qui n'était pas, encore une fois, c'est pas les deux pays qui étaient les plus dépendants, surtout en saison estivale qui s'en vient en Europe. Donc, c'est certain que c'est pas aussi imposant qu'on le croyait, mais c'est un petit peu le premier domino qui tombe sur cette menace-là et qui, bien évidemment, met à risque un peu toute la structure énergétique de l'Europe, de bien des pays d'Europe, on se le cachera pas, et qui vient, encore une fois, comme tu l'as dit, Gab, amplifier le besoin d'avoir une transition énergétique quand même assez notoire. Le point clé, comme on l'a dit, on en avait parlé, c'est de voir comment est-ce que ce gaz naturel-là peut être récupéré d'ailleurs, sachant que l'OTAN devient une force unie vraiment amplifiée, on se le cachera pas, mais on sait que les États-Unis et le Canada en ont du gaz naturel qui peuvent liquéfier et transférer par bateau. C'est certain que là, c'est de voir est-ce qu'on a autant la capacité de l'Europe de changer leurs infrastructures et autant la capacité au Canada et aux États-Unis de modifier également leurs infrastructures. On se le cachera pas, le gaz naturel n'est pas de l'énergie hydroélectrique, par exemple. C'est pas quelque chose qui ne pollue pas du tout. Et on sait que dans la structure géographique canadienne, l'Est est très libéral, on ne se le cachera pas, et entraîne quand même beaucoup de restrictions sur le développement, par exemple, de ports en haute mer ou du moins au Québec, par exemple. C'est pas le genre de projet d'infrastructure qui passe très bien avec les gouvernements, mais ça prend ça. On va pas commencer à faire passer du gaz liquéfié de Vancouver jusqu'à Paris. Jusqu'en France, c'est insensé en termes de transport, donc c'est beaucoup plus simple si c'est sur la côte est canadienne. Encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup de complexité, mais tout ça pour dire que je pense que le conflit, si on résume, là, c'est bien évidemment quelque chose qui amène continuellement de l'incertitude. Et au-delà de ce doute-là, le fameux doute nucléaire, il y a également la transition énergétique qui est majeure, qui est un débat géopolitique en Europe qui est énorme, et de voir comment est-ce que justement ce besoin-là peut être comblé. Parce qu'on le rappelle, chaque rouble ou chaque euro qui est envoyé vers la Russie pour le gaz naturel, techniquement, est en partie réinvesti dans le fait d'acheter des missiles et des balles pour justement amplifier le conflit. Donc c'est certain que le plus vite cette réflexion-là peut avoir lieu et cette transition-là peut se mettre en branle, même si c'est pas quelque chose de facile. Je pense que ça va du moins aider le contexte ou l'incertitude au niveau des marchés, mais bien évidemment, on est très loin du compte présentement et ça va être un sujet qui va rester d'actualité pour les marchés et pour l'économie pendant, encore une fois, malheureusement, bien des mois. Ouais, et puis c'est ça qui est assez complexe aussi avec la situation ukrainienne, c'est que on va aborder aujourd'hui que quelques points, tu l'as bien dit, le côté profiter en fait de ces opportunités évidemment est hyper intéressant, tu vois, le fait que finalement en fait on va pouvoir bénéficier d'un point de vue transition énergétique de ce qui est arrivé en tout cas en Ukraine, c'est peut-être une bonne chose, tu vois, on apprend de nos erreurs quelque part. La question est de savoir, tu vois, aussi remettre en question les bilans qui ont été faits, tu vois, on a parlé beaucoup d'Angela Merkel comme quelqu'un, si tu veux, qui a été vraiment au cœur de la politique européenne pendant tout son mandat, pendant quasiment, je crois, une quinzaine d'années, en fait, qu'elle a été chancelière allemande. Et finalement, le bilan, quand il pense ex post, ça a été de créer, en fait, une relation de dépendance totale à la Russie au niveau de la consommation énergétique. Donc, sur ce point-là, c'est une catastrophe. On sait que le charbon est évidemment aussi une des façons en Allemagne de se chauffer, en tout cas de créer de l'électricité. Ça fait penser à pourquoi avoir quitté le nucléaire qui était pour le coup, qui est parfois très critiqué. On le sait, après Fukushima, ça a été la raison d'ailleurs pour laquelle l'Allemagne a décidé de se retirer du nucléaire.
Ça a été très critiqué, mais en même temps, ça fournit une énergie, tu vois, qui est beaucoup plus stable. En revanche, on l'a bien vu sur le théâtre, par contre, militaire, on sait que l'Ukraine, étant donné que c'est un ancien pays soviétique, ils ont la maîtrise du nucléaire civil. On le sait tous, évidemment, malheureusement, à notre dépens avec la catastrophe de Tchernobyl, mais ils ont encore plusieurs réacteurs nucléaires. Et on voit que le fait de se manger, par exemple, un missile peut être une catastrophe, tu vois. Au niveau du nucléaire, ça demande une préparation, une défense militaire, ou une défense, en tout cas, en termes de sécurité informatique, sécurité aussi militaire, qui est hyper importante. Donc, tu vois, c'est ça qui est passionnant avec l'Ukraine, c'est que il y a énormément de conséquences humanitaires aussi, qu'on dévoilera pas ici, mais la générosité aussi, puis je pense le soutien derrière la Russie, l'Ukraine, tu vois, je fais un lapsus non révélateur, là, pour le coup, est unanime. Tu vois, il y a un soutien assez unanime, en tout cas en Occident, pour aller soutenir évidemment la population ukrainienne. On le voit même, tu vois, dans des villes avec des très grandes diasporas. Il y a eu même un accueil massif, tu vois, de réfugiés, ce qui est une bonne chose. On sait que on n'a pas vraiment le choix, hein, et on sait qu'on va en subir encore les conséquences. Des plans d'aide aussi à la reconstruction de l'Ukraine. On sait que ce pays-là est très riche en termes de ressources agricoles. On avait déjà parlé un peu là-dessus la dernière fois. Et la grande question est de savoir comment la guerre va se finir. On ne le sait pas encore. On sait que les villes de Kharkiv, de Kherson et au sud, et de Melitopol sont occupées. On sait qu'il y a aussi des tensions, même dans ces populations-là, avec des grosses manifestations et des émeutes. En fait, parce que ces gens-là, ils veulent pas être russes, tout simplement. Même si, tu vois, d'ailleurs, je crois que Poutine voulait instaurer la rouble, en fait, officiellement dans ces villes-là, pour de montrer sa domination et remplacer la hryvnia, qui est la monnaie ukrainienne. Et c'est des questions, tu vois, qui vont être très larges, en tout cas, et qui vont continuer à mobiliser et, tu vois, impacter les marchés, parce que il y a des problèmes sur les prix du gaz, particulièrement les monnaies aussi, sur le marché des monnaies, le marché des taux aussi, le marché aussi du crédit, ce qu'on appelle les MBS, donc les Mortgage-Backed Securities, et les crédits de default swap, ils vont être vraiment affectés là-dessus, surtout pour les crédits default swap sur la dette souveraine, par exemple russe ou ukrainienne. On sait qu'elle va être très affectée, évidemment, dans les prochains mois. Donc c'est des marchés qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui vont évidemment être énormément affectés par ce qui se passe en ce moment. Exactement. Et puis, tu sais, dans l'espèce de toile d'araignée là, de l'économie mondiale et des marchés mondiaux, c'est certain que d'avoir deux pays qui, tu sais, d'un côté, par des sanctions, et de l'autre côté, sans leur désir, on se le cachera pas, au niveau de l'Ukraine, tombe un peu au neutre. C'est certain que ça fait dérailler quand même bien des indicateurs. Donc peut-être passons au deuxième point, là, qui est également un de ceux clés qu'on a abordé dans plusieurs épisodes, là, celui de la hausse des taux directeurs, la gestion de l'inflation. Vous vous souviendrez, là, déjà, je crois, autour de l'automne 2021, là, on était assez fort pour crier haut et fort on aime beaucoup Powell, on se le cachera pas. Il n'y a pas seulement lui, bien évidemment, il y a plusieurs autres banques centrales, mais la Fed américaine a tellement un poids notoire qu'on va avoir souvent la cible sur Powell, mais on se le cachera pas que moi, ma vision de ce qui se passe présentement, on se le cachera pas, la hausse va arriver, tu sais, la pente va être assez drastique. Le Canada l'a déjà fait, on en avait parlé. Les hausses plutôt qu'être à coup de 25 points de base, on va être à 50 points de base, peut-être des hausses même au-delà du calendrier normal annuel là, des banques centrales, entre autres la Fed. T'sais, on vise qu'on devrait être normalement vers du 2,50, 2,75 à la fin de l'année selon ce que la Fed vise. On entend la Fed probablement est à quoi? Il n'y a même pas eu une hausse, je crois. Je suis même pas certain. Il y a eu un point 25, je crois, début mars, mais on sent que c'est très long. Exact. C'est très loin, et comme on en avait parlé, c'est certain que cette hausse de taux directeur-là, oui, normalement aide à gérer l'inflation qui est un petit peu hors de contrôle, à mon avis. Mais c'est certain que ça amène quand même beaucoup de négatifs au niveau des marchés boursiers. On ne se le cachera pas, surtout au niveau des équités. C'est quelque chose qui vient réellement là, mettre de l'eau sur le feu. Là. Ça vient à peu près éteindre en grande partie la flambée boursière qu'on avait remarquée. Donc c'est certain que ce qui se produit présentement, l'espèce de ralentissement global, l'espèce de crainte au-delà de, encore une fois, bien évidemment, le premier sujet qui est une crainte quand même assez concrète, là, mais la crainte des taux directeurs, de voir jusqu'où on va aller en termes de hausse, c'est certain que c'est quelque chose qui affecte énormément
la vision et les décisions des investisseurs, et on voit encore une fois une tendance à liquider un petit peu ses positions présentement par le risque justement que les équités ne vont pas aller mieux. On a vu également, peut-être Gab, tu pourras en parler, le marché des bons a eu quand même quelques mouvements quand même assez notoires, là, entre autres avec les courbes de taux qui, si je me trompe pas, se sont en partie inversées, là, avec justement des indicateurs en général. On veut pas nécessairement nommer ça, puis c'est pas nécessairement mon opinion, là, mais d'avoir une éventuelle récession lorsque les courbes de taux commencent à atteindre des indicateurs comme on le voit présentement, là, où les courbes s'inversent. Donc c'est certain qu'il y a beaucoup de doutes sur cette espèce de volonté soudaine d'y aller à fond sur les hausses de taux directeurs. Je pense que ça va avoir, à mon avis, un effet énormément néfaste au niveau des marchés boursiers partout. Il n'y a pas nécessairement, on s'entend, là, quand les marchés vont mal, les classes d'actifs en général peuvent s'interbalancer. Là, c'est la beauté de la diversification. Mais je ne m'attends pas à des scores très très intéressants présentement pour même un portefeuille diversifié en cette année 2022. Et à mon avis, c'est vraiment par le retard que la majorité des banques centrales ont pris, surtout la Fed, on ne se le cachera pas, là, sur la gestion du taux directeur. C'est insensé où est-ce qu'on en est présentement. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, je représente presque le bassin d'investisseurs à New York demain matin. Là, mes paroles en ce magnifique dimanche, c'est exactement ça, la crainte tacite qu'on a tous dans notre cerveau de dire, OK, une hausse du taux directeur en termes financiers, c'est quelque chose qui va nous ramener à un niveau plus normal, mais qui, effectivement, en termes de portefeuille, va être très difficile. Oui, et puis c'est assez intéressant ce que tu as dit sur le côté diversification. D'habitude, on a tendance à dire, ah oui, quand les actions augmentent en valeur, les obligations, c'est le contraire. Enfin, c'est pas vraiment dans la vérité. Dans les vrais faits, en fait, souvent les marchés sont très corrélés. En tout cas, les marchés des actions et des obligations, ils le sont. De manière générale, les marchés financiers, leur problème, on va dire, en tout cas, dans la situation qu'on vit en ce moment, c'est de savoir, aujourd'hui, le fait d'augmenter les taux, on le sait que ça va avoir un impact sur la capacité des entreprises et des gouvernements d'emprunter. C'est-à-dire que tu vas emprunter plus cher. Et bon, évidemment, quand on est dans une période où on a des déficits structurels et des déficits aussi, on va dire, exceptionnels, Ukraine, des déficits qui sont liés par exemple au Covid, eh ben, c'est néfaste. C'est néfaste parce que ça va nous coûter plus cher en fait au final. Mais je vois que c'est la seule manière qu'on a en fait à notre disposition de ralentir l'effet inflationniste. On le sait que le PIB américain et le PIB européen vont être en baisse du PIB net, tu vois, pour cette première partie en tout cas de l'année 2022. Et c'est assez catastrophique. Hein. On sait que la croissance commence à diminuer. On sait que l'économie mondiale commence à se ralentir parce qu'il y a trop d'inflation. Certains analystes diront que c'est positif parce que c'est un symbole, si tu veux, que ça y est, l'inflation est présente. On a la confirmation que l'inflation, c'est plus transitoire. C'est quelque chose de problématique qui va falloir être résolu. On sait que dans les années 70 et 80, c'était un gros problème durant la doctrine Volcker, en fait, à l'origine, et ça prend du courage. Je pense que ça prend un certain courage politique, en fait, un courage aussi de bon sens, tu veux, de réaliser qu'est-ce qui se passe, tu vois. On a été assez critique sur Powell, de dire que, bon, évidemment, tout ce qu'il dit, c'est de l'or, évidemment, c'est important, son action, évidemment, fondamentale sur les marchés et sur l'économie de manière générale. On a été assez critique sur ça. Vous le savez, chers auditeurs, on en avait déjà parlé, on trouvait qu'ils étaient un peu lents. Je commence à me penser, qu'est-ce qu'il fout en fait? Honnêtement, qu'est-ce qu'il fout? Ça fait des mois qu'on en parle de 125 points de base au niveau des hausses de taux. Il n'y a rien. À mon avis, le 5 mai, c'est le prochain meeting du FOMC, donc le Federal Open Market Committee, qui est un peu le truc important, la réunion importante de la Fed qui a lieu, je crois, une dizaine de fois par année. Et bien ça va être, je pense, une annonce exceptionnelle. Donc, à mon avis, on va s'enligner vers des taux plus hauts, c'est même quasiment certain. Mais la question, c'est que de combien? À mon avis, on va être de 50 points de base, ça c'est sûr et certain. Absolument. Je pense que c'est un consensus de marché, c'est déjà pricé. Et mon petit doigt me dit, et encore une fois, c'est pas mon avis, c'est mon avis personnel, c'est évidemment pas une recommandation, mais on y va plus sur du 75 points de base. Et là, si c'est le cas, à mon avis, ça va chauffer grave sur le marché des actions. Et la question est de savoir, est-ce que les gens sont préparés à cet effet-là? La réponse est non. À mon avis, je pense que les gens ne sont pas prêts à ce que ça aille aussi vite.
Mais je sais pas si Powell il va au supermarché ou à l'épicerie dans la semaine, mais il y a un problème. Je veux dire, il n'y a plus aucun. Ça fait plus de sens là. Tu vois, là, je fais un peu mon être stupide pour les prochaines minutes, mais ça fait pas de sens. Je veux dire, ce qu'on voit depuis quelques temps, on a été patient. C'était le Covid, tu vois. On a entendu cette phrase-là une cinquantaine de fois. Ah, attends, le service c'est pas bon, tu vas au restaurant, c'est pas bon, ça a augmenté de prix, et puis on me dit, ah, monsieur Morna, c'est le Covid, tu vois. Bon, bah, tu vois, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas normal. Ça montre beaucoup aussi que la stratégie était très bonne. La manière dont ça a été géré au début de la pandémie et durant la pandémie, l'économie s'est mieux portée, la reprise même des marchés boursiers a été excellente. Donc, aucun doute sur le fait que les banques centrales ont bien agi. Par contre, je pense que ce qu'on va se souvenir, c'est littéralement ce qui se produit présentement. C'est de se rappeler, de dire, OK, ben la sortie de cette pandémie-là, on n'est pas là du tout. Là, c'est ce que je trouve vraiment triste. Et tu l'as dit, moi, à la limite, 1,75 au niveau des États-Unis, je le prendrais presque bien. Les marchés l'ont pas pricé, comme tu l'as dit. Mais c'est épouvantable. À mon avis, il y a beaucoup de problématiques qui va en découler. Et comme tu l'as dit, là, ça risque d'être des surprises quand même assez notoires. Mais il faut qu'il y ait des actions concrètes. Il faut qu'on revienne à une normale. Parce que cette sortie de pandémie-là n'est absolument pas adéquate. Et comme on l'a dit, on aurait été à la place de Powell, je crois qu'on aurait peut-être agi différemment. Sachant que, ben oui, effectivement, on est assis de nos chaises en tant que podcasteur. Mais c'est certain que je pense qu'on avait une opinion assez arrêtée sur ce qui aurait dû être fait il y a de cela plusieurs mois. Et je ne crois pas que l'économie en a gagné tant que ça à ce qu'on maintienne le plein régime pendant 6 mois de trop, à mon avis. Mais bon, ça c'est encore une fois très avis personnel. Je sais pas, Gab, si tu avais un dernier point sur le taux directeur ou est-ce qu'on passe à notre troisième bloc? Non, je pense qu'on peut passer au troisième bloc. Effectivement, donc à ce moment-là, je vais l'introduire très brièvement. Avec une stats, là, c'est le point sur les réactions aux résultats de Q1. On vous avait parlé de Netflix, il y a eu Amazon également qui est sorti, je crois, la semaine passée, là, qui a été quand même assez impressionnant au niveau en fait, impressionnant. Triste de voir qu'Amazon a eu une perte quand même considérable. On salue la compagnie Rivian et leur investissement dans Rivian au passage. Mais 79% des compagnies qui ont publié le résultat de Q1 dans le S&P 500 ont montré un résultat en termes de earnings per share qui était au-delà des attentes des analystes. Par contre, la réaction en contrepartie des investisseurs a été un sell-out sur la majorité des gros stocks justement du S&P 500, principalement dans les technos, on l'a soulevé. Et donc, ça montre justement un autre élément notoire de cette revue des marchés-là qui est, malgré le fait que, bon, les compagnies performent encore bien en termes de earnings per share, vont peut-être parfois mieux que les analystes, il y a quand même une vision de dire, ben, peu importe c'est quoi les résultats, on vend pareil. Ça montre encore une fois le fait qu'il y a une tendance, je pense même le S&P 500, c'est le Dow, je pense qu'il atteint un bear market, le S&P 500 est pas loin également d'atteindre un bear market, ça fait plusieurs semaines de suite qui sont sur des performances négatives. Et c'est encore une fois out of nowhere parce que Q1, tout le monde va le dire, c'est pas si pire qu'on le pensait, c'est pas si pire qu'on aurait pu le croire avec la performance boursière justement des débuts du début de l'année. Les compagnies s'en sortent bien, mais malgré tout, les investisseurs ont une opinion très, très bearish malheureusement et ça affecte beaucoup les résultats des compagnies. Une compagnie qui s'en sort encore une fois sur papier très bien, perd en termes de valorisation boursière, du moins dans ce qu'on remarque présentement là, au niveau des marchés. C'était le cas en partie aussi d'Amazon qui n'ont pas si mal performé, mais leurs résultats, encore une fois, ont été plombés en grande partie par Rivian et les investisseurs n'ont pas été du tout permissifs avec la compagnie et ça a apparu bien évidemment. Donc c'est un petit peu là, un point qu'on voulait soulever. Je pense que c'est assez bref. Gab, tu peux peut-être ajouter quelque chose, là, mais c'est de voir justement que par rapport à la notion normale de la publication de chaque quartile, les investisseurs agissent en conséquence des résultats par rapport à ce que les prévisions des analystes étaient. Présentement, c'est complètement décorrélé à ça. Tout au tout, là, on va être bear pareil, peu importe quoi les résultats de la compagnie, d'une certaine manière, avec des astuces, bien évidemment, c'est pas généralisé, mais en grande partie, on le voit. Bah ça dépend aussi des perspectives futures. C'est très bien d'avoir un résultat, on va dire, trimestriel qui est très bon, mais si on pense qu'il va pas se reproduire dans le futur, bah, c'est là où ça peut être un peu compliqué, tu vois. Et à mon avis, on observe en tout cas sur les classes d'actifs, en tout cas en action, secteur technologie et communication, enfin communication services dans le GEEX, donc la classification des actions. On voit en fait plutôt une renormalisation, je pense, de ce qui était exceptionnel. L'effet Covid, j'ai l'impression, commence à éclater, tu vois, des titres sans aucun bon sens, tu vois, qu'augmenter de valeur de manière exceptionnelle. Là, tu vois, je peux aller regarder, mais
on voyait Netflix explosait parce que tout le monde se mettait à regarder du Netflix, mais tu peux voir le même effet avec Zoom. Tu vois, Zoom, on en a beaucoup parlé, on l'utilise actuellement, donc merci à eux, mais est-ce que ça vaut réellement ce qui était indiqué? À mon avis, c'est pas le cas. Tu vois, Zoom, c'est un bon produit, tu vois, mais est-ce que ça vaut réellement ce que ça valait en fait en début 2020, en tout cas quand ça a explosé, même je pense en juillet, mais depuis, j'ai l'impression que ce stock-là a complètement éclaté, tu vois. Et c'est la plupart des titres depuis 2022 qui sont comme ça, qui ont complètement explosé. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah non, pour la valeur actionnariale, c'est pas bon. On sait que les marchés, on veut que ça vaut toujours plus. Hein. Évidemment, la plupart des gens sont longs sur les marchés parce qu'ils croient que l'économie va aller mieux, tu vois. C'est du bon sens. Mais de là à se dire, bon, est-ce que ça faisait du sens qu'une entreprise comme Zoom, qui faisait aucun bénéfice, soit valorisée à autant d'argent? Pas vraiment, tu vois. Les marchés financiers sont conçus, si tu veux, pour être efficients, pour distribuer le capital de manière optimale. C'est malheureux, mais tu vois, le côté SPAC, crypto trading, etc., stimulus check trading, enfin tu vois, tous ces espèces les trend investing qui ont été très, très imposants. Ouais. Voilà, tu vois, tu sais de qui je veux parler là, mais on avait un de nos amis en commun, tu vois, qui pareil se mettait à investir dans des trucs, dans des SPAC random, parce que c'était, ah tiens, il y a du véhicule électrique, ça va exploser. Oui et non, tu vois, oui, c'est très bien, je veux dire, on est les premiers à encourager, tu vois, la transition énergétique, on a déjà parlé plusieurs fois. Mais est-ce que ça vaut réellement ça? Non. En tant qu'actionnaire, on doit toujours regarder c'est quoi les cash flows futurs. On en a déjà parlé aussi dans les introductions un peu à la valorisation d'actifs. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner en tant qu'investisseur. C'est est-ce qu'on a ce business-là, il a un potentiel de générer des cash flows et pas juste, oh, ça va trender, tu vois, ça va augmenter basé sur rien, tu vois. C'est un peu ce trading grand-mère, si tu veux, m'énerve un peu, tu vois, de dire, ah, c'est les nouvelles qui font la valeur. Non. Il y a des bonnes nouvelles, oui, évidemment, ça va générer de la valeur actionnariale, mais pas toujours. Si tu as des bonnes nouvelles, mais qui sont complètes une mauvaise réalisation, c'est dommage, tu vois. Tu peux être le meilleur athlète et avoir une crampe le jour le jour du critérium ou de la rencontre, bah, ça va faire que tu vas pas gagner, tu vois. Ce qui compte, c'est la réalisation, tu vois. Et c'est malheureux, mais je pense qu'on vit en fait peut-être un effet en fait de réalisation, de prise de conscience, tu vois, que les marchés, bah, c'est d'abord tout de la valeur actionnariale. Et c'est être capable de savoir survivre, tu veux, dans un environnement qui est très compétitif. On sait que aujourd'hui, les marges des entreprises, elles sont mises évidemment comment dire, sous pression. On sait que avec l'inflation, certaines marques sont tentées d'augmenter leurs prix, d'autres non, parce que c'est des prix, on va dire, d'appel, etc. Il y a une compétition qui est rude. Et oui, il y a de l'innovation, oui, il y a de la création, il y a la prise de risque qui est faite, tu vois, par les entreprises, et c'est très bien, tu vois, c'est important dans les marchés d'avoir de la prise d'audace, on va dire ça comme ça. Mais je vois quand même, de manière générale, peut-être un effet valeur qui commence à revenir, qui, oui, était pas très sexy il y a 2 ans quand tu parlais, bah, regardez les value stocks, c'est intéressant. Souvent, on te regardait avec des grands yeux. Là. Je me souviens d'ailleurs, c'était un de nos premiers épisodes, tu vois, on disait, bon, moi, je défends le style valeur. Alors, les gens ricanaient, le style valeur, ça rapporte plus rien aujourd'hui d'aller acheter, je sais pas, du bancaire, de l'assurance, etc. Même si, bon, c'est un peu particulier ce qui se passe en ce moment avec le bancaire. CF, dernier épisode. Et ben, le style valeur redevient sexy, et bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que tu voulais aussi aborder, et ça, je dois t'avouer, c'est une révélation, enfin, en tout cas une découverte pour moi, JP, de ce qu'on appelle le May Effect. Et le quatrième et avant-dernier point qu'on voulait faire dans la revue, là, c'est le dicton, en fait, Sell in May and go away, qui est quand même assez notoire. Je l'ai appris, pour ceux qui nous écoutent en ce lundi, c'est à l'ouverture des marchés aujourd'hui qu'il y a une tendance quand même assez non écrite, certains vont dire, mais qui est prouvée. Vous pouvez lire beaucoup là-dessus. Là, on va y aller très en surface, mais qui montre que la performance des stocks, entre autres, sur la période de 6 mois entre mai et octobre, donc ce qui vont être considérés comme étant les mois d'été en général, est en général beaucoup moins bonne que la performance dans les mois plus d'hiver. Et c'est relativement notoire. Est-ce qu'on a lu, encore une fois, moi aussi je l'ai beaucoup appris
de voir qu'il y avait une tendance de vendre présentement, de s'asseoir un petit peu sur ses gains, de vendre, par exemple, ce qu'on a fait au niveau des équités et d'aller s'installer soit dans la liquidité ou dans le marché des bons, par exemple, et de seulement y revenir vers novembre. Particulièrement, et ça c'est ce qui est intéressant, non seulement cette tendance-là a été éprouvée de manière statistique, mais encore plus dans des années de mi-mandat, d'élection de mi-mandat américaine. Donc on peut s'attendre, et c'est un peu ça le but là, de couvrir ça très brièvement dans le cadre de la revue, là, mais de montrer qu'il y a un pensée bien de ces bonnes tendances-là là, qui ne sont peut-être encore une fois le plus des vieux investisseurs et des vieux loups qui vont appliquer ça, là, mais qui montrent encore une fois qu'il y a de l'intérêt à noter possible, un sell-off limité encore une fois par cet adage-là qui est éprouvé encore plus dans cette période-ci qui est les élections de mi-mandat américaines. Donc je n'irai peut-être pas plus loin en détail, mais notez-le et sachez-le, le sell in May and go away, si vous entendez parler là, de baisse au niveau des cours dans les prochaines semaines, notez le fait qu'il y a peut-être ça, c'est encore une fois là, pas du tout économique, mais encore une fois un adage assez notoire. Et le dernier point, et Gab, peut-être je te laisserai là, faire le topo là, très, très bref, là, on n'a pas le choix d'en parler, je l'ai nommé comme étant la pandémie encore, là, donc malheureusement les manchettes ont recommencé à faire surface en grande partie en Chine, donc Gab, je te laisse la parole là-dessus, là, mais on voit que la pandémie n'est pas quelque chose qui est terminé, l'espèce d'état endémique que Fauci voudrait nommer si rapidement, si on peut le dire, là, au niveau des États-Unis, on se rend compte qu'il faut quand même s'en rappeler, et qu'avoir l'état actuellement en Chine, c'est possible que des lockdowns soient encore requis pour des flambées de nouveaux variants. Donc peut-être si tu veux faire un topo là-dessus, Gab, mais c'est éternel. En fait, je pense que c'est un thème de toutes nos revues au préalable. Malheureusement, on aurait peut-être pu l'éviter, mais je crois qu'on n'a pas le choix d'en parler. Bah, on n'a pas vraiment le choix, en fait. C'est ça qui est assez terrible, on va dire, dans le côté Covid. On voit oui, on s'en sort, tu vois, dans les pays occidentaux, on commence à prendre conscience que, on a eu 2 ans où on a fait des lockdowns, on a fait donc du coup des confinements, des curfews, donc des couvre-feux et toutes sortes de mesures qui au final n'ont pas été si utiles en fait quand on y pense. Peut-être elles ont été utiles peut-être à la première vague parce qu'on connaissait déjà peu en fait ce virus-là, on ne savait pas c'était quoi sa sévérité. On avait notre seule méthode qui nous avait été fournie, c'était les Chinois qui nous l'ont fournie, ils m'ont dit confiner, etc. Et ça a fait son efficacité autant voulu aussi, où les taux aussi de mortalité étaient beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, on est avec des taux de mortalité qui sont quasiment proches de zéro du Covid. Je l'ai eu personnellement, je pense, JP, je pense que tu l'as eu aussi, en tout cas quand on s'était parlé la fois que tu étais un peu malade, j'étais persuadé que tu l'as eu, et on a tous les deux pas testé négatif, c'est ça qui est assez drôle avec les fameux tests rapides, et bon, c'est une maladie qui, oui, évidemment, on ne souhaite pas l'avoir. Évidemment, personne ne souhaite être malade, mais tu vois, quand même, aujourd'hui, on est capable de vivre avec, et la plupart des gens de notre entourage, d'ailleurs, l'ont eu. Je crois que même 70%, je crois que c'était la statistique qui avait été sortie par l'Union européenne, que 70% des Européens l'ont eu, que ce soit dans la première et dans les autres vagues successives, donc avec soit le SARS-CoV-2 originel, puis avec les alpha, bêta, etc., qui étaient arrivés. Et c'est ça où c'est assez marrant, en fait, au final, c'est que tu vois, tout le monde l'a quasiment eu. Je crois que même au Québec, ils avaient publié notre médecin en chef, dont je ne me souviens plus le nom, je crois, c'est Boileau, si je me souviens bien. Maintenant, ouais. Qui avait dit, je crois que c'était ça, à peu près les 2 tiers des Québécois ont eu le Covid. Même chose, tu vois, aux États-Unis, donc avec la CDC, donc avec Fauci, donc c'était à peu près 60%, pareil, des Américains qui ont eu le Covid, que ce soit, pareil, dans les premières hautes vagues passées. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, la Chine a décidé de conserver sa stratégie zéro Covid, peut-être obsessionnellement, peut-être est-ce un aveu, on va dire, d'échec, si tu veux, de vivre avec le Covid. Je pense que c'est le cas, tu vois. Plus de 300 millions de personnes actuellement en Chine vivent avec des restrictions, que ce soit un confinement ou des couvre-feux plus localisés, tu vois, ce genre de choses. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il commence à y avoir une inquiétude et vraiment une contestation de la part des Chinois. On sait qu'ils ont été très résilients pendant ces 2 ans. Et à Shanghai, ça passe pas. Tu vois, il y a des arrestations, des manifestations, des conditions qui sont inhumaines, si tu veux, de couvre-feu et de
mise en quarantaine des malades, même s'ils sont asymptomatiques, tu vois, ils sont envoyés au milieu de nulle part dans des gymnases, séparés de leurs enfants, tu vois, c'est vraiment, c'est inhumain, tu vois, et j'ai l'impression que la Chine a encore du mal à réaliser quel va être l'impact économique, mais sur le monde entier de ce couvre-feu de Shanghai. Shanghai, c'est le plus grand port du monde, c'est le plus grand port de Chine aussi. C'est un carrefour évidemment commercial essentiel pour le monde. Et comme un bateau, mais à peu près, je crois, 7 à 8 semaines à venir en Europe par le canal de Suez, qui, pour la bonne nouvelle, n'est pas bouché. Effectivement. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette histoire-là. On va subir encore une fois des conséquences, hein, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. On en avait encore une fois déjà parlé. Excuse-moi pour le répéter xème fois, mais ça se rejoint, hein, finalement, tout se rejoint. On commence à pas voir la bout du tunnel. Côté chinois, côté européen, je pense que ça y est, il y a une prise de conscience définitive que c'est endémique, c'est quelque chose qui va se répéter comme un rhume ou une grippe à chaque année. Va falloir avoir une protection pour les personnes vulnérables, et c'est très bien comme ça. La plupart des pays ont arrêté les mandats de masques, les mandats de vaccination, ça commence à tomber progressivement aussi. La fin des tests, par exemple, qui empêchaient les voyages, tu vois, moi-même je rentre, c'est la première fois en 2 ans que, en tout cas, j'ai pas eu à faire de tests, ce qui est quand même très appréciable. Ou de quarantaine volontaire. Ou de quarantaine, etc., ou de mesures, si tu veux, quand même restrictives au niveau du voyage par avion, là, donc... c'est une bonne nouvelle et je pense que faut le voir de manière positive. Ça commence à prendre fin. D'ailleurs, on en parle de moins en moins depuis l'Ukraine. On le voit d'ailleurs dans l'actualité. De moins en moins de gens s'y intéressent. Mais mettre la loupe sur ce qui se passe en Chine, je pense que tu l'as bien dit, c'est un peu le point là, de voir que ça amène l'incertitude, ça amène un impact potentiel sur les marchés. On n'est pas à l'abri d'un autre variant qui ramènerait le tout, là, mais c'est un bon point qu'au moins l'économie apprend à vivre effectivement avec ceci et les marchés qui voient toujours dans le futur également, comme on le sait, vont prendre en considération un retour à la normale d'une certaine manière. Donc c'est vraiment s'il y a un variant qui ramène encore une fois des taux de mortalité qui sont très élevés, les marchés ne l'auront pas pris en considération et là on reparlerait. Mais effectivement, on se porte beaucoup mieux. Donc ça fait un peu le tour de la revue, là. Donc comme vous avez vu, 5 points quand même assez larges qu'on voulait couvrir, là. Mais ça met encore une fois les balises quand même assez claires sur où est-ce qu'on s'en va. Pour les mois d'été qui, on l'a dit, sell in May and go away, là, comme on l'a dit, là, tout le monde part en vacances et on vend tout ce qu'on a, là. C'est un peu la logique si on amplifie, là. Mais au moins ça permet de lancer les mois où on espère sera plus tranquille et que plusieurs des points, surtout liés à la guerre en Ukraine, vont aller en s'améliorant, pas seulement économiquement, mais surtout en termes humanitaires. Passons donc maintenant à notre deuxième segment, le place au débat. Parfait. Donc, on va le faire relativement brièvement. Vous allez comprendre assez vite, c'est que je ne suis clairement pas en énorme position pour entraîner un débat ou enchaîner un débat très très large. On veut vous parler de quels sont les défis, principalement économiques, pour l'administration Macron, donc pour nos voisins français, là, vous l'avez bien vu, et ça a fait le tour, encore une fois, la victoire de Macron à 58,6% face à Le Pen à 41,4% au deuxième tour. Il y a quand même beaucoup de choses à voir là, avec ce deuxième mandat de Macron. Il y a beaucoup d'attentes également. Là. On n'a pas la même surprise, si on peut dire, ou l'espèce de petit doute de voir quelle allait être l'administration Macron, comme c'était le cas dans son premier mandat. Là. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire et on en parlait justement ce matin en mangeant en petit déjeuner, pour utiliser la terminologie française dans ce segment, là, que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour que Macron puisse continuer de mettre sa marque en tant que président, sachant encore une fois que ce qui s'est passé, c'est le même jeu d'échecs au deuxième tour, c'est-à-dire que la gauche mal représentée n'est pas allée voter pour la candidate d'extrême droite. C'est un petit peu la vision qui est assez simple et c'est ce qui s'était répété lors des dernières élections, mais encore une fois, Macron, selon moi, a un électorat à la gauche, du moins à la centre-gauche, on peut dire, pas l'extrême, bien évidemment, qu'il doit un petit peu répondre doit un peu répondre à leurs besoins s'il veut, encore une fois, sur la pérennité de son mandat et éventuellement dans des prochaines élections, continuer à avoir une voix importante et avoir des chances de gagner, à mon avis. Là. Ouais, et puis je trouvais ça intéressant en tout cas qu'on aborde ce sujet-là parce que vous l'aurez remarqué, on n'a pas fait de sujet politique pendant en tout cas la campagne. Il y avait une bonne raison, c'est que c'est vrai que parfois tu pouvais oublier, on va dire, certains candidats, certains idées. Il y avait des normes, si tu veux, je veux dire des contraintes, je pense même éthiques pour nous de vraiment aborder, si tu veux, chacun des candidats, chacune des plateformes, ce qui aurait pris peut-être beaucoup trop de temps et peut-être dévier
notre Ben oui, et intérêt puis qui est... aussi pour faire un astérix avant de te laisser la parole, Gab, aussi, parce que en tant que Français, je crois que vous en entendez parler pendant à peu près Ah 4 oui, ans avant les élections, là, donc on voulait pas arriver, nous, à vous faire un podcast et à vous donner votre avis, comme on l'a fait aux États-Unis, puis pour les élections canadiennes également, où il y a du matériel peut-être plus intéressant et que vous avez peut-être pas autant entendu que ce qui passe dans les nouvelles à chaque soir pendant des années et des années, comme c'est le cas en France. exact, exact. Puis c'est vrai on a entendu peut-être trop ou pas assez parler, c'est ça, ou c'est assez drôle, c'est que parce que côté des autres candidats, j'ai l'impression que ça a été une éternité, ça fait 2 ans que la campagne a commencé, hein, par exemple pour Mélenchon, ou par exemple pour Le Pen, pour ne citer que, et d'autres partis, tu vois, ça a été beaucoup plus récent. Macron a quasiment pas fait campagne, c'est ça qui est assez drôle finalement réélu, mais on s'y attendait évidemment énormément. Je tiens à le préciser d'ailleurs en disclaimer, j'ai été par le passé d'ailleurs contre mon gré membre chez les macronistes. J'ai coupé ma carte de membre, donc ne m'insultez pas avant que je défende ou que je fasse, comment dire, parfois que j'ai des points positifs ou négatifs de Macron, je serai neutre aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas, comment dire, je suis pas membre de LREM. Et j'ai coupé ma carte de membre parce que j'ai été inscrit par défaut, si tu veux. J'avais foutu mon adresse mail il y a quelques années, tu vois, pour savoir qu'est-ce qui arrive sur micro-parti. Puis j'étais devenu membre, tu veux, contre mon gré. Donc je préfère, tu vois, être neutre et choisir, tu vois, en tout cas mon candidat préféré sans être obligé d'obéir à un parti ou quoi que ce soit. Cette logique d'ailleurs de parti m'ennuie un petit peu parce que je préfère être indépendant dans ma prise de décision et, tu vois, garder le champ des possibles, tu vois. D'ailleurs, ça fait très champ des possibles, ça fait très plateforme poétique pour le coup. Euh, Opportunité. Terre d'opportunité, ce genre de truc un peu large. Bref. Et l'idée aujourd'hui, c'était peut-être de revoir donc, rapidement, parce que tu as vu, c'était quand même assez long ce qu'on a vu juste avant. Et ben un peu, quels vont être les défis. Ben, je pense que le premier défi, il va être simple, tu l'as mentionné très rapidement, JP, mais le défi de devoir concilier avec la gauche. On sait que aujourd'hui la gauche a fait une performance agglomérée qui est assez médiocre, hein, puisque c'est à peu près un tiers des voix, puis le reste, c'est plus des candidats, on va dire, de droite, centre-droit, droite conservatrice qui fait un tiers, et on va dire la gauche de manière générale qui fait un tiers. Euh, on pourrait me dire, bon, bah, tu sais, ça fait qu'un tiers, ça va pas faire de bonnes performances. Il y a quand même une concentration, en fait, de la gauche, on va dire, plus dans des circonscriptions, plus dans les banlieues et dans les villes, etc., qui font avec des populations très urbaines qui ont eu tendance à voter Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur les cartes avec les résultats, c'est très visuel. On voit qu'il y a une concentration dans les très grandes villes, comme par exemple Paris. Tu vois, moi je suis originaire de Nantes, ben, Nantes a voté Mélenchon, Rennes, etc., Bordeaux, Lyon, etc., Marseille, n'en parlons même pas, là où est député Mélenchon, ça a voté très à gauche. Pour le reste, tu vois, les coins très ruraux, pour le coup, ont voté plus à droite extrême, on va dire ça comme ça, donc chez Le Pen et Zemmour, tu vois, les deux cumulés. Et la question, ça va être de savoir concilier politiquement, si tu veux, le tout. On sait que la droite, par exemple, le péniste et la gauche sont opposés à toute réforme des retraites, qui va être un très gros sujet, je pense, du mandat Macron, une des très grosses, un très gros pavé qui avait été mis en pause, tu vois, pendant la crise des Gilets jaunes, puis en fait plus tard, en fait au début du Covid, la réforme a été complètement abandonnée. Euh, Temporairement, on sait que Macron s'engage, on va dire, à déplacer l'âge de départ à la retraite, qui est très tôt, hein, d'ailleurs, dans ma perspective de franco-canadien, entre guillemets, hein, puisque je ne suis pas citoyen canadien, mais euh, je dois t'avouer, c'est très tôt, tu vois, de partir à la retraite à 62 ans. Moi, personnellement, ça me choque, tu vois. Au Québec, la plupart des gens prennent leur retraite à 65, voire un peu plus tard, même 66, 67 ans. Et pourtant, les gens se portent bien. Bon, sûr que si tu travailles à 67 ans à l'usine, ça risque d'être compliqué. C'est des métiers qui sont pénibles, on va dire qu'il y a un facteur pénibilité qui est compliqué. Mais cette opposition, si tu veux, permanente en France, tu veux, à la réforme, qui pour le coup est faite pour conserver un équilibre budgétaire, est un peu inquiétante, tu vois. On sait qu'il y avait eu le système le débat sur comment devait être calculée la rente. Est-ce que ça devait être une rente, par exemple, basée sur tes années de salaire depuis que tu as commencé à travailler? Est-ce que c'est basé sur un index, donc ce qu'on appelait les points durant la réforme des retraites?
ou un système comme on peut avoir beaucoup plus au Québec, qui est la retraite par capitalisation. C'est-à-dire que oui, tu as des retraites publiques, mais c'est pas tout. La plupart de ta ressource, bah, c'est toi qui la génères avec tes placements. Et je trouve que c'est une approche qui est quand même assez intéressante, parce que déjà, elle s'intéresse à la finance. Cocorico, ça rejoint l'objet de notre podcast, tu vois. Euh, Deuxième point, je pense qu'il y a quand même une grande part, si tu veux, une prise de conscience que, évidemment, l'État n'est pas là pour faire tout, tu vois. Tu peux pas être dépendant de l'État à 100% pour ta vie. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Et je pense que c'est important aussi pour équilibrer les comptes publics, parce que la France est un pays, on le sait, avec une imposition qui est maladive même carrément, et qui empêche du coup la prise de risque, tu vois, l'entrepreneuriat, parce que tu sais que tu vas te faire bouffer par les impôts, tu vois. Les impôts sont sur les successions, tu as de l'impôt sur la fortune, tu as l'imposition aussi sur les placements, qui est, bon, ça a été pas mal changé sous Macron, avec maintenant tu as une flat tax sur les gains, sur les transactions financières. Euh, et tu vois, tu as ce genre de choses qui font que, aujourd'hui, je pense que la grosse question aussi, et ben c'est ça, c'est de savoir comment on va rééquilibrer les retraites. Ça va être un des gros défis économiques. Et le deuxième, je ne sais pas si tu veux en parler, peut-être JP, ben c'est la question de la stagflation. Hein. On le sait, climat d'inflation, puis climat avec un PIB qui croît pas en fait. Ben, effectivement, je pense qu'on en avait parlé également dans un ancien épisode, là, le fait que l'Europe et plus généralement la France ont besoin d'industries innovantes. Là. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, là, bon, l'inflation, c'est un problème qui est partout. Là, puis c'est quelque chose qui va être géré en temps et lieu et qui va avoir les conséquences. On en a parlé dans le premier segment. Là. Macron n'aura pas de meilleure recette que ce que le chancelier allemand ou ce que Trudeau ou ce que Biden a. Là. Malheureusement, ça fonctionne par la gestion, par les banques centrales. On va y arriver à un certain point avec les conséquences, comme on a dit. À mon avis, le défi de Macron là-dessus reste la création de richesse et le fait de relancer justement un PIB en France qui va être, encore une fois, en termes de comparaison directe, par exemple, avec d'autres pays de l'Union européenne, qui va être dans les premiers tiers là, pour les industries ou pour les économies développées en Europe. À mon avis, c'est que ça prend une réflexion sur justement les industries innovantes. On parle beaucoup, si on fait une comparaison avec ce qui se passe au Québec et au Canada, c'est certain que le Canada continue à cacher le fait que ce qui drive l'économie, c'est des ressources naturelles, on ne se le cachera pas, mais il y a eu des nouvelles, par exemple, sur l'industrie de la santé à Montréal. Montréal qui devient un pôle, non seulement, comme vous le saviez, des TI depuis bien des années. Plusieurs peut-être Français qui nous écoutent sont venus s'installer à Montréal lors de cette espèce d'effervescence-là, là, des studios TI à gauche et à droite. Ouais, Ubisoft qui est connu, Ubisoft. je pense. Exact. Et maintenant, on retrouve également l'industrie de la santé avec Moderna qui installe une usine justement à Montréal. On voit que le Québec et le Canada prennent un virage pour justement se sortir des industries qui sont un petit peu vieux jeu, si on peut dire. Et je pense que c'est un gros défi de Macron justement de rendre la France intéressante pour, tu l'as dit, l'innovation. Oui, il y a la logique là, de l'entrepreneuriat, mais l'innovation, l'arrivée de compagnies imposantes. Et je pense qu'à mon avis, ce vecteur-là vient parce qu'on s'est parlé. Le gros défi de l'Europe et de la France plus largement, il faut que la France devienne un des premiers à être en mesure de mettre des infrastructures en place pour la transition énergétique. Je pense que si la France peut devenir un leader, et on en parlait, le nucléaire en France est une ressource qui est quand même assez stable, je pense que la France a les capacités de pouvoir justement faire ce virage-là, et c'est quelque chose que ça va prendre pour relancer le PIB. L'inflation, c'est tel que tel, on l'a dit, c'est uniforme partout d'une certaine manière en termes de gestion, mais pour relancer une économie, pour ressortir des prochains mois, prochaines années qui vont être difficiles en termes économiques peut-être, à mon avis, ça prend justement là, des économies, des industries un petit peu plus innovantes et de rendre justement la France intéressante, entre autres, pour les investissements étrangers, là, comme Moderna l'a fait au Canada tout récemment. Je pense que c'est un beau défi et c'est quelque chose qui va être bénéfique à bien des égards pour les citoyens français avec l'emploi, etc. Je pense que l'arrivée de compagnies d'ampleur innovantes dans des industries pérennes pour les prochaines années, ça prend ça en France et c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas seulement le fait français, mais le fait d'accepter que des compagnies étrangères viennent s'y installer et viennent justement là, contribuer à l'essor économique de la France. Je pense que c'est un point clé. Plus globalement, comme on en avait parlé également ce matin, là, à mon avis, il faut vraiment voir qu'est-ce que Macron va être en mesure de faire pour justement venir gober un peu cette espèce de centre-gauche-là, qui, si un candidat potable, par exemple, venait s'installer dans ce centre-gauche-là, dans justement l'électorat du centre devenait un petit peu là,
se séparer de Macron vers un autre candidat. Je pense qu'il y a un gap assez notoire dans l'échiquier politique français que Macron doit s'assurer de combler, parce que sinon, encore une fois, quelqu'un viendrait se mettre dans cette position-là, un candidat un peu à la Trudeau, dans une approche un petit peu très centre, oui, mais un petit peu plus à gauche. Là, Trudeau n'est pas à droite trop, on se le cachera pas. Je pense qu'il y a un risque à un certain point. Donc, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce que Macron va pouvoir faire, parce que tout le monde sait que la continuité de son mandat des 5 dernières années ne peut pas se poursuivre. Il y a eu tellement de débats sociétaux, on s'entend en France, liés à Macron, qui a vraiment bien mis les pieds dans le ciment, dans le centre-gauche, on se le cachera pas. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cette espèce de changement-là. Là, on s'entend, une campagne électorale amène un renouveau, là, donc il peut enfin se repositionner un petit peu. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'à mon avis, ça serait triste, en fait, pour nos auditeurs français, ça serait triste que vous ayez encore une fois, par votre passion pour la politique, le même scénario lors des prochaines élections dans 5 ans, avec une gauche qui est peut-être mal représentée et qui fait juste voter pour éviter de voter pour une candidate ou un candidat qui est à l'extrême droite, à mon avis. Donc j'ai hâte de voir, mais je pense que Macron a un beau défi dans ses mains, mais aussi beaucoup de possibilités, à mon avis, de pouvoir relancer quelque chose avec, encore une fois, un contexte socio-économique et géopolitique qui est justement... En fait, et là, Gab, tu vas être fier, là, mais qui a besoin d'une France forte, qui a besoin d'un Macron qui est bien présent. On le soulève et on en rit, encore une fois, c'est des blagues, mais on disait que Macron pouvait un petit peu faire son Napoléon par-ci par-là, mais à mon avis, ça prend Macron qui, avec le départ de Merkel depuis déjà quelques temps, puisse devenir vraiment le pays fort de l'Union européenne. Ah bah ce l'est, hein. Ce l'est, effectivement, mais Macron n'a pas eu une espèce de visibilité aussi notoire qu'on aurait pu le penser, parce que dans ma tête, c'est t'as Biden, t'as Macron, t'as peut-être le premier ministre du Royaume-Uni, là, mais dans l'Occident, c'est les pôles, hein, ça devrait être ça. Là. Donc je pense que Macron peut vraiment bien s'asseoir et c'est gagnant pour la France au final si c'est ce qui se produit dans les 5 prochaines années, à mon avis. Ouais, et puis là, le but, encore une fois, c'était d'être neutre, etc., parce que je pourrais... te donner des points positifs, si tu veux, et des points négatifs de mon ressenti personnel, c'est pas l'objectif, parce que déjà, chacun a ses opinions, tu vois, je respecte les gens, tu vois, qui ont voté pour Macron, qui ont voté, justement, Mélenchon, Le Pen, Zemmour même, tu vois, je leur partage certaines opinions. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, à ce qu'on en discute une fois, bah, ça nous fera plaisir, je veux dire, mais c'était pas l'objectif, en tout cas d'aujourd'hui, c'était d'être objectif, transparent, neutre, etc. Et je pense que c'est ce qui va... c'était le fil directeur, en tout cas, qu'on s'était donné pour aujourd'hui. Et je pense qu'on est prêt à rendre l'antenne. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Absolument. Donc un épisode quand même assez chargé, là, mais comme on l'a dit, c'était vraiment de sortir toutes les grosses nouvelles, de remettre à zéro et de lancer l'été à nos portes là, avec du nouveau matériel. Donc merci Gab à nouveau surtout pour ta contribution en grande partie dans le deuxième segment, parce qu'en tant que Canadien, la politique française, je l'apprécie. Vous êtes tous mes cousins de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça reste que je ne jette pas un œil assez assidu sur la politique française pour pouvoir entretenir un débat. Et Gab, tu le diras, les Canadiens ne sont pas nécessairement très très politisés, ou du moins pas intéressés forcément à la politique. Donc merci pour ta contribution au podcast d'aujourd'hui. Je te laisse à nouveau, là, Gab, faire le mot de la fin avec où est-ce qu'on peut nous retrouver, même si ça semble être quelque chose que justement nos auditeurs le montrent assez bien dans les dernières semaines, là, avec le nombre d'écoutes qui est vraiment très très impressionnant. Donc je vous en remercie d'avance avant que Gab, tu puisses poursuivre. Oui, bah oubliez pas, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, toutes les plateformes, donc du coup audio, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre, selon la plateforme, mettre des étoiles ou par exemple un petit cœur, ça nous fait plaisir et ça nous aide en tout cas à avoir de la visibilité encore plus. Pour la version vidéo, vous le savez, donc sur YouTube, vous pouvez me laisser un commentaire, c'est la meilleure façon de nous suivre. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi pour le référencement, ça nous aide encore une fois. Et je vous remercie à tous encore une fois pour votre écoute et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.